Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ce qu'on appelle la gamification. Vous allez voir, on va le définir, on va voir ce que c'est. Et le but de cette conférence, c'est en 1 heure vous montrer qu'aujourd'hui, avec les compétences et les talents que vous avez toutes et tous, vous allez pouvoir travailler dans d'autres industries que le jeu vidéo et qu'en fait, les compétences que vous avez acquises sont réellement utiles, non pas seulement pour les entreprises, mais pour le monde entier. Donc aujourd'hui, on va voir en 1 heure pourquoi est-ce que la gamification, aujourd'hui, c'est important et c'est vraiment l'essence de quand le jeu s'attaque aux choses sérieuses. Tout d'abord, gamifique à quoi? De quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est quoi la gamification? Vous avez sûrement une idée plus précise que la plupart du commun des mortels, des moldus, mais en fait, c'est pas si facile que ça à définir. Tout d'abord, il faut savoir que quand on parle de gamification, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Avant 2010, on n'avait absolument aucun mot pour définir ce que ça pouvait être la gamification et qu'est-ce que ce serait. Il faut savoir que derrière ce mot gamification, déjà dès 2013, on a commencé à se dire qu'on allait utiliser des composantes du jeu pour essayer de développer des expériences gamifiées. C'était encore balbutiant, en essayant d'engager des utilisateurs. Le but, c'était de résoudre des problèmes. Et en fait, on se rendait déjà compte qu'il y avait une appétence du jeu. Pour dire un tout petit mot sur la gamification, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un marché qui est en pleine expansion. Il est évalué à 5 milliards. Mais bon, vous vous dites par rapport aux jeux vidéo, 5 milliards, c'est pas si énorme. Bah, là où c'est énorme, c'est que la gamification, si on regarde bien, c'est pas du jeu vidéo. C'est la gamification, si on doit donner une définition courante, c'est l'utilisation de mécaniques du jeu dans d'autres domaines. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est que vous, en tant que game designer, vous avez des compétences pour créer du jeu, créer ce que je vais appeler de l'état ludique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir instiller ce sentiment de jeu dans énormément de domaines. Donc je viens de me rendre compte que je me suis pas présenté aussi, donc il faudrait que je vous explique pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Donc moi, je m'appelle Nathan Cher, j'étais étudiant il y a maintenant 5 ou 6 ans, à l'IM et en fait, dans mon profil, moi j'étais spécialisé en jeux vidéo. Dans mon profil, j'ai commencé à faire mes stages dans des entreprises de jeux vidéo et tout d'un coup, j'ai eu une opportunité, c'est que le groupe La Poste m'a dit: «Écoute, on est intéressé par l'univers du jeu vidéo, on est intéressé par ce qui est du domaine de la gamification. Viens chez nous, essaye d'apporter le jeu, de gamifier nos méthodes, et si ça marche, on te garde». Bah, du coup, ça fait 5 ans que je travaille là-bas maintenant. Et moi, pourquoi? En fait, j'avais le choix dans mes stages. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris une entreprise de jeux vidéo? C'est que je me suis dit, moi j'ai un parti pris dans ma vie, c'est que tout le monde joue. Moi, j'ai envie de faire jouer tout le monde. Je dis pas que c'est facile de réussir à faire jouer et d'instiller le sentiment de jeu à des gens qui jouent à des jeux vidéo et qui sont déjà appétents, mais j'avais envie de prendre ce parti, de se dire: «Et si j'arrivais à faire jouer le monde? Et si jamais j'arrivais à faire en sorte que des gens en entreprise qui sont pas forcément heureux dans leur quotidien, j'arrivais à leur apporter ce côté jeu, ce côté ludique, pour à la fois transformer toutes les expériences, transformer les produits et les services». Et vu que c'était un parti pris, je me suis dit: «Bon, bah, si j'assume un peu, mes croyances, bah, je vais essayer de partir dans une entreprise qui, à la base, n'est peut-être pas appétente pour le jeu et voir si ça marche». Bah, résultat, ça marche et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Du coup, gamification, utilisation des mécaniques ludiques dans d'autres domaines. Quand je parle de mécaniques ludiques, on peut prendre les piliers de Roger Caillois, par exemple, qui sont, la compétition, le roleplay, le hasard, le vertige, ce genre de choses. Et si on regarde bien ce qu'on cherche à faire avec la gamification, pourquoi aujourd'hui les entreprises s'y intéressent, c'est que la gamification, en utilisant des mécaniques du jeu, le but, ça vous permet d'induire des comportements autonomes et récurrents chez des personnes ciblées. Donc pour eux, généralement, ça va être des cibles, des prospects et notamment aussi des collaborateurs. Bon, là, vous avez quelque chose qui ressemble à des boucles de gameplay, même si ce n'est pas tout à fait ça, hein, il n'y a pas court, moyen, long terme. Mais le but, réellement, ça, vous le connaissez en tant que game designer, c'est pour créer de l'engagement. On pousse l'utilisateur à une action, de cette action, il a un feedback, et de ce feedback, en fait, qui peut être aussi sous forme de récompense, il en tire une motivation à le faire lui-même, et donc il refait l'action. Pour comprendre vraiment pourquoi est-ce que la gamification, c'est une révolution pour les entreprises qui n'ont pas d'appétence à la base pour le jeu, on va être obligé de parler un tout petit peu de neurosciences et de qu'est-ce que c'est que la motivation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on vit dans un monde où on est très très souvent sur ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Bon, déjà, pour définir les deux formes de motivation, la motivation intrinsèque, c'est quand en fait vous faites l'action pour son propre plaisir. C'est vous en fait qui êtes à l'origine
de cette volonté de faire l'action. Et la motivation extrinsèque, c'est quand c'est une force extérieure qui vous pousse à faire l'action. Les bons exemples, c'est si jamais vous avez votre patron qui vous dit bah, si tu ne rends pas ce dossier-là à telle heure, ça va mal aller pour toi. Donc là, c'est de la motivation extrinsèque. Pareillement, ça peut être dans les cours ou autre. Et la motivation intrinsèque, ce serait de vous dire ah bah tiens, ce soir, je vais quand même me connecter à mon jeu parce que il y a quand même ça qui est sorti et j'ai envie de finir le contenu, si Shadowlands m'entend. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte que la gamification par l'utilisation de mécaniques du jeu, donc vraiment la gamification, c'est de prendre un contenu qui est 70% pas du jeu et de rajouter ce 30% de jeu. Parfois, la gamification, on ne se rend même pas compte qu'elle est dans l'application, qu'elle est dans le produit. Ça doit être quelque chose d'extrêmement subtil. Dès le moment où la gamification commence vraiment à prendre 70%, on va dire, de la masse du produit, on commence à parler de serious game à ce moment-là, où c'est plus un jeu qui vient apporter un contenu sérieux. La limite est parfois assez fine, mais il y a des très bons systèmes de gamification, on le verra ensuite ensemble, où vraiment on apporte la subtilité pour justement permettre à l'utilisateur d'un produit de rentrer dans un état ludique avec la manipulation et l'expérience de ce produit. Donc, on a vu, en fait, s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la motivation intrinsèque, ça permet d'arriver à de meilleures performances, ça permet de la persistance sur le long terme, et au final, ce serait peut-être l'une des clés pour répondre à des problématiques modernes. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les entreprises s'intéressent à la gamification? Et ben, c'est pas juste pour rendre les gens heureux, c'est pas juste parce qu'ils se sont dit bah, ce serait beau un monde où tout le monde joue, c'est que malheureusement, quelque part dans leur motivation et heureusement pour nous, ils ont vraiment des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Pour en citer quelques-uns, déjà, il y a une surexposition au message aujourd'hui. On se rend compte qu'on a énormément de publicité, on a énormément de marketing et de commerciaux qui sont dirigés vers nous, et comment est-ce qu'on peut maintenir l'attention de cible? Un bon exemple, vous voyez, ce sont les pubs sur YouTube. Les pubs sur YouTube, aujourd'hui, vous regardez une vidéo et paf, on vous affiche la pub et on vous force à la regarder. Et bien là, on est dans de la motivation, non pas intrinsèque, mais extrinsèque. Ensuite, on a la multiplication des concurrents. Comment réussir à démarquer mon produit ou service sur un marché hautement concurrentiel? Donc aujourd'hui, de gamifier son produit, ça peut permettre de faire ça. 81% des millennials sont des casual gamers. Donc aujourd'hui, ils s'aperçoivent aussi que la majorité de la population, c'est des gens qui ont une appétence pour le jeu et qui comprennent les mécaniques ludiques. Et on a aussi la démotivation au travail. On ne parle pas uniquement des clients, on ne parle pas uniquement des cibles, on parle aussi des collaborateurs. Comment réussir à motiver et impliquer tous mes collaborateurs et mes collaboratrices? Pour ça, on s'est rendu compte que déjà la gamification, c'est quelque chose, bon bien sûr, je vous ai dit que la gamification, c'est à partir de 2010 qu'on a commencé à en parler, que le mot est arrivé, mais la gamification, ça a toujours été quelque chose qui a existé de tout temps. Il faut savoir que déjà, en 2000 avant Jésus-Christ, il y avait des civilisations telles que la civilisation égyptienne qui avaient des jeux de société. Et on peut se rendre compte aussi que si on remonte un peu moins loin dans le temps, il y a aussi des systèmes de gamification qui existaient dans notre vie courante. Le système des gommettes, par exemple, pour les enfants. Le système, les gommettes, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que quand vous avez des bonnes notes ou vous faites des bonnes actions, on vous attribue des points, et enfin des gommettes, et grâce à ces gommettes, vous pouvez gagner une image, etc. Ça fait partie des premiers systèmes de gamification, finalement, pour permettre aux enfants de structurer leur travail. Il y avait aussi les systèmes de l'employé du mois, qui est un système de gamification, qui est un ladder finalement compétitif. Mais on avait aussi, par exemple, quand le bon marché en France a commencé à sortir en 1860, les premières cartes de fidélité avec des points accumulés, au final, on est très très proche aujourd'hui de ce qui se passe dans le jeu vidéo, et c'est un système de gamification. C'est juste qu'à l'époque, on ne donnait pas ce nom-là. Et on va expliquer ensuite pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus perçu comme un système de jeu. Donc, pour reprendre la slide, le jeu vidéo, le jeu vidéo et le jeu en général, appliqué à l'entreprise et finalement appliqué ces morceaux, ces composantes de jeu, ça a ces effets-là que moi j'ai remarqué et que je vais vous lister. Tout d'abord, le bien-être au travail. Mes collaborateurs, mes collaboratrices ont le sourire au boulot. Développer l'autonomie et simplifier les objectifs. Plus besoin d'être sur le dos.
elles ou ils sont proactifs et autonomes. Attirer des cibles et améliorer l'image de la marque. Et si on mettait un jeu derrière la boîte de céréales, vous voyez, encore un exemple de gamification qui date pour certains de notre enfance. Permettre l'émergence de métriques et de data. Et bien au final, quand vous allez gamifier un produit, vous pouvez directement intégrer des systèmes pour récolter de la data, pour récolter de la donnée, et renforcer la motivation, l'empathie, la communication. Eh bien, il faut savoir que ça permet réellement aujourd'hui, en fait, vu qu'avec le système de gamification, vous allez développer de la motivation intrinsèque, eh bien, en fait, les personnes vont avoir une meilleure vision et vont associer finalement l'expérience à du plaisir. Et c'est là le premier point, le bien-être au travail aussi. Quand je vais au travail et que, par exemple, je peux utiliser du jeu vidéo au travail, ou alors que je joue au travail, que j'ai ce sentiment-là, eh bien, j'associe un souvenir positif à un cadre. Et ça peut être extrêmement puissant. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils oseraient embaucher une game designer. Et si je vous disais, pourquoi est-ce qu'un pôle marketing d'une grande entreprise pourrait embaucher un game designer? Mon premier exemple, ce serait sur quelque chose qu'a fait Burger King. Burger King, à un moment, ils ont fait une opération marketing qui s'appelle le Whopper Sacrifice. Pour y passer rapidement, c'est un plugin à ajouter à Facebook. Quand vous l'ajoutez, vous avez votre liste d'amis, vous en sélectionnez 10, et ces 10, vous pouvez les sacrifier. Ils sont retirés de votre liste d'amis. Vous voyez leurs photos qui brûlent dans les flammes, et en échange, vous gagnez un hamburger. Eh bien, en fait, cette campagne marketing a tellement bien fonctionné que les gens se sont mis à sacrifier leurs amis à tour de bras, surtout quand vous êtes sacrifié, vous recevez un petit message qui vous dit « Oh là là, attention, vous avez été sacrifié pour un hamburger par tel ou un tel ». Et du coup, Facebook a dû intervenir en se disant non, mais vous êtes en train de détruire en fait le lien social au travers de la plateforme, on va retirer votre application. Mais quelque part, l'opération était déjà un succès parce qu'elle est devenue virale. Et si je vous disais, et si les services publics embauchaient un game designer, qu'est-ce que ça pourrait donner? Une ville aux États-Unis s'est rendu compte que près de ces arrêts de bus, il y avait énormément de détritus au sol. Donc ils ont essayé de donner des amendes, ils ont placé des poubelles, ils ont placé des messages de sensibilisation, rien n'a fait. Et au final, ils ont eu l'idée de placer, comme vous pouvez le voir, de la peinture au sol. Et avec cette peinture, en fait, ils poussaient les gens à jouer. Et là, ils se sont rendus compte de comportements assez extraordinaires. C'est qu'au-delà du fait qu'effectivement, il y avait moins de détritus au sol, des gens ramassaient des détritus qui n'étaient pas les leurs pour jouer, de temps en temps, en attendant le bus. Et c'est là aussi l'une des forces de la gamification, c'est que là, vous êtes spécialisé en jeux vidéo pour certains, mais en fait, la gamification, c'est l'essence du jeu en général. On peut utiliser le jeu vidéo, on peut arriver sur des applications, on peut arriver même sur du serious game, mais on peut aussi simplement utiliser de la peinture, utiliser les connaissances réellement utiles et uniques que vous possédez pour induire cet état ludique chez vos cibles et réussir à rendre un endroit plus propre. Ensuite, si je vous disais comment un game designer pourrait apporter quelque chose dans un entrepôt de marchandises, eh ben, il y a un entrepôt aujourd'hui qui a sorti une application. C'est un entrepôt où ils ont énormément de marchandises, des casquettes, des t-shirts, des vases. Et ils se sont dit, on va sortir une application et on va permettre aux gens de créer une ville. Et en fait, cette ville, comme vous pouvez le voir, il y a des tours avec les réseaux sociaux, il y a des fabriques. Et ben, vous allez choisir 3 objets que vous fabriquez, vous allez commencer à créer des tours de réseaux sociaux. Et tout ce que vous créez dans cette ville va avoir une répercussion réelle sur le web. Donc, quand, par exemple, vous vendez dans votre tour Facebook les t-shirts, il y a une vraie annonce qui se crée sur Facebook avec un compte qui a été créé exprès pour vendre des t-shirts. Et tout ce que vous vendez, vous avez de la monnaie de jeu qui peut être transformée en monnaie réelle. Et tout est envoyé par les possesseurs de l'application qui sont l'entrepôt. Ils ont donc gamifié le fait soit d'avoir un système pyramidal, ce serait le mauvais côté, soit d'être auto-entrepreneur. Et ça vous aide pas à pas à comprendre quel document vous devez remplir et quelle est la stratégie à adopter pour mieux vendre. Un autre exemple, qu'est-ce que les game designers pourraient apporter à la police? Du coup, il y a une route aux États-Unis où il y avait énormément d'excès de vitesse. Il y avait énormément d'excès de vitesse et ils ont fait ce que fait la plupart du temps les forces de l'ordre, c'est de travailler sur la motivation extrinsèque, la punition, de dire on va mettre des amendes. Résultat, leurs caisses se sont remplies, mais toujours autant d'excès de vitesse. Et vu que là, leur prérogative, c'était vraiment de réduire les excès de vitesse pour éviter qu'il y ait des accidents mortels, ils ont eu une idée. Et cette idée,
ça a été de se dire, eh ben, au lieu de faire de la motivation extrinsèque et de punir, on va essayer de valoriser les personnes qui respectent la limite de vitesse. Un radar a été installé et ce radar, il détectait uniquement les gens qui respectent la vitesse. Et il était dit sur le panneau, vous avez respecté la vitesse, vous êtes sélectionné pour gagner à la tombola. Et cette tombola, c'était l'ensemble des amendes qui avaient été perçues des gens qui faisaient des excès de vitesse. Le résultat a été réellement extraordinaire. Les gens se sont mis à respecter la limite de vitesse dans l'espoir de gagner le pactole, parce qu'ils savaient qu'à chaque fois, ils étaient sélectionnés. Et là, on rentrait dans de la motivation intrinsèque. Les gens le faisaient pour eux-mêmes. Si je vous parlais de game designer et de services ressources humaines, eh bien là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui, même beaucoup de startups qui commencent à se lancer sur le fait de sortir des applications pour aider, les petites et moyennes entreprises notamment à la gestion humaine, à la gestion finalement des profils au sein de l'entreprise. Là, vous avez une petite application qui vous permet de scénariser en fait chaque collaborateur a un personnage. Le but par mois, c'est d'accomplir un donjon et par exemple, la force, l'intelligence, l'endurance est à chaque fois associée à une caractéristique de l'individu. Par exemple, la force, c'est ou l'endurance, c'est elle arrive à rester 1 heure plus tard le soir, ce genre de choses. Alors comme ça, on se dit: «Mais on va se faire avoir, on nous demande juste des choses et c'est juste un moyen quelque part, de nous fliquer». Mais là où c'est intéressant, c'est que grâce à ce système de jeu, le manager aussi a posé par exemple des lots, des prix à gagner dans l'application et c'est là où c'est intéressant, c'est que les collaborateurs savent exactement ce qu'ils doivent faire pour atteindre tel objectif et ça permet aussi de pouvoir s'aider et de comparer nos statistiques, entre collaborateurs et au final ça peut créer à la fois du lien, ça crée du sens et ça rend visible la stratégie de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal d'applications qui se lancent là-dessus pour aider les collaborateurs, tout en gardant vraiment une ambiance de donnant-donnant. Et si je vous disais, et si la médecine embauchait un game designer, qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien en fait, avec de la gamification, eh bien, la médecine, j'ai 2 exemples à vous donner. Le premier, c'est, avant il y avait, un espèce d'appareil qui aidait les enfants qui avaient des problèmes de concentration, à appuyer sur des points à des instants donnés. Le problème, c'est que les enfants, bah, ils n'aimaient pas forcément cet appareil parce qu'il n'était pas ludique et ils le voyaient comme rébarbatif. Et bah, simplement d'ajouter, une histoire et des visuels, comme vous pouvez le voir avec un bonhomme qui essaye de détruire, et bah, les enfants d'eux-mêmes, ils avaient envie d'y jouer et il arrivait même parfois qu'ils aillent d'eux-mêmes essayer de travailler sur cet appareil qui était à la base médical. Deuxième exemple, Foldit. Foldit, qu'est-ce que c'est? Foldit, heu, c'est un site où, à la base, il y avait des chercheurs qui essayaient, de trouver, comment assembler des protéines pour réussir à soigner des maladies, trouver, justement des moyens de les soigner et en 10 ans, il y a certains schémas de protéines qu'ils n'avaient pas trouvés. Ils ont donc décidé de prendre leur logiciel, de le gamifier, de le rendre accessible en le gamifiant et de le proposer sur internet. Une communauté s'est créée et en l'espace de quelques mois, ils ont trouvé des solutions, la communauté, que les scientifiques n'avaient pas trouvées en 10 ans. Et dans les derniers exemples, si je vous disais, qu'est-ce que pourrait apporter un game designer à une mission humanitaire? Eh bien là, on a 2 exemples. Tout d'abord, on a Free Rice. Qu'est-ce que c'est? Bah, parfois, il faut pas forcément aller très loin. C'est simplement, vous avez des questions de culture générale et dès que vous répondez correctement, vous gagnez d'abord 1 grain de riz. Vous répondez à une deuxième question, vous gagnez 2 grains de riz, puis 4, puis 8 et c'est exponentiel. Et le but, c'est de réussir à répondre à un maximum de questions de générale et tous les grains de riz que vous allez gagner seront envoyés à un pays, qui souffre de la faim. Donc ça permet à la fois de travailler la culture générale et en même temps de pouvoir faire un don pour l'humanitaire. Dernier exemple, sans doute l'un de mes préférés, c'est Mpaani. Mpaani, c'est une, start-up qui enfin maintenant ça ne doit plus être d'ailleurs une start-up vu qu'il fonctionne, bien. Ils se sont rendus compte que dans certains pays, il n'y avait pas assez d'accès aux points d'eau et en même temps qu'il y avait un taux de couverture de téléphonie mobile chez les habitants qui égalait 80. Ils sont donc allés voir un opérateur de téléphonie mobile et ils leur ont proposé le deal suivant. Au lieu de leur donner des réductions quand ils continuent à s'abonner, les utilisateurs vont cumuler des points sur l'application Mpaani et en cumulant des points, ils vont pouvoir choisir sur une carte de leur région des endroits où ils veulent installer des points d'eau.
Une fois qu'ils ont sélectionné un endroit où ils veulent installer un point d'eau, les autres utilisateurs peuvent déverser tous leurs points sur ce point d'eau. Et dès le moment où il y a un nombre de points qui est atteint, le point d'eau sera créé par l'opérateur de téléphonie mobile. Donc ça a permis de créer une communauté, d'avoir le sentiment en fait d'être acteur de sa région et d'avoir le contrôle et de pouvoir décider. Et de ça, en fait, de cette opération-là, on se rend compte que la gamification a aidé un opérateur de téléphonie mobile à fidéliser ses clients, mais en plus de ça, a une mission claire et nette humanitaire. Mais là, je vous ai donné pas mal d'exemples, je vous ai parlé pas mal de gamification, mais au final, comment ça marche? Comment est-ce qu'on arrive à faire pour appliquer la gamification au sein d'une entreprise? Déjà, moi, je vais vous donner ma méthode aujourd'hui que j'utilise. Pour moi, elle fonctionne majoritairement en 6 points. Quand on me demande de gamifier un projet, ça peut être un projet, ça peut être un service, ça peut être managérial. Il faut savoir qu'on peut tout gamifier déjà. Le seul limite à la gamification, le seul moyen que vous ne puissiez pas apporter les mécaniques ludiques, c'est dès le moment où il n'y a pas d'humain. Dès le moment où il n'y a pas d'humain, où c'est juste par exemple entre machines, et encore pour le moment, on verra ce que nous dit l'avenir, mais finalement on ne peut pas apporter de la gamification de machine à machine. Mais dès le moment où vous avez une composante humaine, qu'il soit seul, qu'il soit nombreux, et encore je dis humaine, mais je pense aussi qu'on peut le faire avec les animaux. Euh, Par exemple, bah, petite petit, bah, je dresse des perroquets, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Et donc, les méthodes de la gamification, les grands objectifs. Tout d'abord, vous allez devoir définir les objectifs et les comportements à induire. Bien sûr, je vais revenir sur chaque étape. Une fois que vous avez défini les objectifs, il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle de la veille et du shadowing. J'y reviendrai aussi, mais sachez qu'on va parler un peu du X-Design. En troisième, les mécaniques ludiques, ce qu'on appelle le game. C'est quoi les mécaniques que vous allez employer? En quatrième, la sensation de choix, le play. En cinquième, les feedbacks, les composantes sensorielles et matérielles. Et enfin, les récompenses. Tout d'abord, on va parler de l'objectif. Quand vous voulez faire de la gamification, là où c'est différent de la création de jeux vidéo purs, c'est que dans un jeu vidéo pur, soit vous vous lancez sur une idée que vous avez, soit vous avez, l'intention de distiller un sentiment, mais quelque part, vous êtes un peu à la barre et vous allez fournir un contenu. Là, c'est très différent dans la gamification parce que le but, c'est qu'on veut pousser un comportement. On veut induire un comportement et qu'il le fasse avec cette fameuse motivation intrinsèque. Et c'est là où c'est très différent. Donc, pour ça, il faut d'abord étudier votre cible. Il faut distinguer non pas non pas ce qu'elle veut, mais ce dont elle a besoin. Et pour ça, déjà, il faut bien vraiment poser le résultat final souhaité. Par exemple, vous voulez que mon application soit ouverte 3 fois par jour. Voilà, là c'est le résultat que vous voulez arriver. 3 fois par jour auprès d'une cible, et cette cible, ce sera auprès des adolescents d'entre 14 et 18 ans. Ensuite, c'est quoi la situation aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils n'ouvrent pas les applications? Est-ce qu'il y a des applications qui s'ouvrent aujourd'hui 3 fois? À quoi est-ce que ça ressemble? Vous référencez tous les acteurs concernés. Quand on parle des acteurs, vous devez voir large aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas simplement les adolescents, ça va être ceux qui leur fournissent le téléphone, les opérateurs aussi qui fabriquent le téléphone, les autres applications, les parents. Vous essayez de voir tous les utilisateurs qui auraient un lien avec votre cible et avec votre sujet. Vous décomposez ensuite le chemin entre la situation actuelle, ils n'ouvrent pas votre application, et le résultat final. On a envie qu'ils ouvrent notre application 3 fois par jour. Vous essayez de savoir qu'est-ce que ça implique d'ouvrir l'application 3 fois par jour pour chaque partie prenante, même pour vous. Est-ce que vous avez des serveurs qui permettent de tenir? Vous regardez les éléments bloquants que vous avez vus, notamment en faisant de l'immersion. Et ensuite, vous hiérarchisez la valeur et la pénibilité des actions. C'est-à-dire que ouvrir l'application, parce que là, c'est dans le cas où vous avez plusieurs comportements à induire, par exemple. L'ouvrir 3 fois par jour, ça peut être assez moyennement pénible. L'ouvrir 15 fois par jour, extrêmement pénible. Et tout ça, vous le formulez dans une problématique claire qui va être quelque part votre encre pour faire votre système de gamification. Donc là, vous avez un objectif, mais il faut savoir que quand on parle de gamification aujourd'hui, et c'est une des erreurs qui est le plus souvent faite, peut-être aussi dans l'univers du jeu vidéo, c'est que souvent on fait un type de jeu, mais on ne pense pas forcément à sa cible, on ne s'intéresse pas forcément à l'utilisateur
et à ce qu'il veut. Et donc, avec la gamification, on part du principe que chaque collaborateur n'est pas simplement un collaborateur, n'est pas simplement une personne, mais est aussi un ou une joueuse. Pour ça, moi, je parle souvent de game design thinking. En gros, c'est d'étudier les leviers de motivation de vos cibles, de regarder aussi ce qui marche ailleurs et de penser dès maintenant à l'évolution du jeu et des utilisateurs. Dans le regarder ce qui marche ailleurs, j'en parlerai un tout petit peu dans les limites de la gamification, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, le jeu est un consommable. Le jeu est inconsommable et la preuve en est que si je vous propose le meilleur jeu du monde, Cyberpunk par exemple, vous y jouez, vous le finissez, vous passez les fameuses 150 heures à le finir, et bien ensuite, si je vous dis tout de suite, eh ben, on recommence une partie, on le refait, il y a de grandes chances que vous me disiez, ah non, c'est bon, j'ai passé 150 heures dessus, j'ai vu l'expérience, j'arrête. Pourtant, c'est le même jeu, il n'a pas changé, toujours aussi bien. Vu que le jeu n'a pas changé sans composante non plus, c'est vous qui avez changé. Et donc, en fait, votre cerveau a appris du jeu, il a compris, et il ne vous enverra plus de plaisir à y rejouer. Et donc pour ça, gardez à l'esprit que le jeu est inconsommable. C'est pour ça qu'on fonctionne toujours dans le jeu avec le tutoriel, mais ensuite des levels comme Candy Crush qui proposent des expériences de plus en plus poussées. Parce que l'utilisateur, quelque part, est corrompu par notre jeu, il apprend et il ne ressentira plus ce plaisir. Et c'est là où vous devez regarder le marché, parce que quand vous allez proposer un jeu ou un système de gamification dans un marché où les utilisateurs sont saturés par cette expérience, eh bien en fait, ils risquent de se connecter, vous allez proposer des badges, vous allez proposer une petite jauge de points. Ils connaissent tellement ce système que pour eux, ça ne marche plus. Et c'est ce qui s'est passé avec les notes à l'école, c'est ce qui s'est passé avec l'employé du mois, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de systèmes de gamification qui existent dans notre quotidien, mais qui ne sont plus perçus comme tels. Comme vous le savez, il y a différents types de joueurs. Ça, c'est la base. Les killers, les socializers, les explorers, les achievers. Je ne vais pas en parler beaucoup, parce que normalement, vous les connaissez. Mais il faut savoir que on a différentes personnalités. On a sa personnalité publique et sa personnalité privée. La personnalité publique, c'est celle que vous affichez en entreprise, mais vous n'êtes pas pareil quand vous êtes à la maison. Eh bien, c'est pareil en fait. Vous avez aussi votre personnalité de joueur. Cette personnalité de joueur, il faut savoir la détecter parce que quand vous allez faire un système de gamification, au final, vous allez vous intéresser à une population. Pour faire simple, on prend une population d'entreprise, l'équipe des commerciaux. Il y a l'entreprise qui va vous dire, très bien, aujourd'hui, on se rend compte que les commerciaux, ils ont du mal à se former. On aimerait que vous trouviez quelque chose pour les motiver à se former sous forme de jeu en utilisant la gamification. Et bien là, vous allez devoir aller voir les commerciaux et leur parler et savoir si entre eux, ils sont plutôt killers, socializers, explorers, achievers et combien de pourcentage de cette population de 20 commerciaux ça représente. Car ensuite, quand vous allez établir les mécaniques ludiques, vous devrez créer des mécaniques ludiques qui favorisent ce type de profil. Et donc, en favorisant ce type de profil, vous allez plus facilement les faire rentrer dans l'état ludique et provoquer cette motivation personnelle à accomplir les actions que vous voulez leur faire faire. Donc, je vous ai parlé des 4 premiers profils, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique Mandiatordi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui allait un peu plus loin, qui s'est dit, mais on n'est jamais qu'un seul profil, on peut aller plus loin. Et donc, il a fourni notamment ce schéma qui, au final, quand on le regarde, on se dit mais comment je vais faire pour créer un jeu pour des rockstars qui veulent à la fois être aimés et reconnus, alors que eux, ce qu'ils aiment, c'est à la fois détruire les autres joueurs et en même temps avoir un côté social. Tout est possible, mais à vous de choisir en fait le degré, vraiment le degré de précision que vous voulez. Ensuite, maintenant qu'on a posé une problématique claire, qu'on a étudié nos cibles, en faisant notamment du design thinking, eh bien, maintenant, c'est de donner le choix. Donner le choix. Ah, je crois qu'elles ne sont pas dans l'ordre, mes slides. Eh bien, il en manque une. Il y en a une qui a disparu. Donc, avant de donner le choix, ça va être d'établir les règles du jeu. Une fois que vous avez votre cible, il va falloir que vous établissiez quelle mécanique ludique vous allez employer. Donc, vous avez les 4 piliers de Roger Calois que j'ai cités, la compétition, le roleplay, le hasard, ou ce sentiment justement d'adrénaline que vous pouvez avoir avec les jeux qui nécessitent soit de la peur, soit qui sont chronométrés, ce genre de choses. Bah, vous prenez ces piliers-là et vous essayez d'ajouter un peu de hasard, vous essayez d'ajouter un peu de ci, un peu de ça. Petit aparté pour les game designers, sachez que dans les 4 piliers, notamment, il y a le hasard, et le hasard, aujourd'hui, c'est le seul des piliers du jeu qui est réglementé par la loi. Je veux dire, on n'a pas de loi qui interdit forcément le roleplay, on n'a pas de loi qui interdit majoritairement la compétition. Par contre, dès le moment où vous commencez à faire du jeu de hasard, là, c'est tout de suite encadré. Je vais vous dire pourquoi. Il faut savoir qu'un jeu,
dans sa composante, dans son ADN, c'est surtout de l'apprentissage. En fait, vous simplifiez le réel. On prend l'exemple Tetris. Tetris, ça vous aide à travailler votre intelligence spatiale et ça peut vous permettre par la suite de développer votre intelligence spatiale pour mieux remplir votre voiture quand vous partez en voyage avec les valises. Eh bien, le problème du hasard, c'est que ça nous échappe tellement le jet de dés, ça nous échappe tellement la roulette, que notre cerveau, il a l'impression d'apprendre, mais au final, il ne peut pas parce que ça le dépasse. Ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin avec le hasard de rajouter un sentiment de rajouter des niveaux et de la progression, parce que ça va créer une dépendance où l'individu va se dire: ah mais si, cette fois je maîtrise, j'ai touché ma patte de lapin, j'ai tourné 3 fois sur moi-même, et il va commencer à développer ce qu'on pourrait juger comme des comportements irrationnels, mais au final, il va avoir une boucle infinie de satisfaction et finalement une boucle infinie de dépendance à votre jeu. C'est pour ça que si vous rajoutez du hasard, maniez-le avec parcimonie, parce que ça peut avoir des effets non désirés, mais on en parlera un peu après. Donc, une fois que vous avez défini les règles de votre jeu, le game, donc comme vous savez, on dit du gameplay parce que game, c'est les composantes du jeu en lui-même, et le play, c'est l'activité de jouer. Il faut savoir que aujourd'hui, le jeu, ce qui le définit, c'est pas ses composantes matérielles. Un jeu vidéo, ce n'est pas le code, ce n'est pas les graphismes, ce n'est même pas le game design, c'est la sensation qu'a la personne d'y jouer. Un bon exemple est Minecraft. Quand vous arrivez sur Minecraft, vous n'avez pas forcément de choses à faire et c'est des gens qui créent leur propre jeu. Minecraft aujourd'hui est utilisé dans les écoles, et qui nous dit que dans 10 ans, des enfants qu'on mettra sur Minecraft ne le verront pas comme un outil éducatif, et se diront: ah, c'est encore ce logiciel qui est censé nous faire jouer, mais c'est bon, c'est juste empiler des cubes, on connaît quoi, c'est pas marrant, il n'y a rien à faire, c'est pas un jeu. Donc il faut vraiment faire attention, il y a des gens qui jouent avec de la politique, il y a des gens qui ont la sensation de jeu dans beaucoup de choses, et le but de la gamification, c'est de réussir justement à provoquer l'état ludique chez l'individu. Donc, pour ça, il faut donner le choix. Donner le choix, c'est le play, la sensation de jeu. Donc, comment faire en sorte que maintenant que vous avez étudié votre cible, vous avez construit un GDD, un Game Design Document, qui va répondre aux besoins de votre cible, comment faire pour vraiment que ça démarre, pour que l'étincelle arrive, pour qu'il l'utilise. Et bien pour ça, vous commencez à voir comment vous pouvez donner le sentiment de contrôle et de liberté. Un exemple, ce serait de dire, bah, vous avez 3D, ils doivent le lancer, ça doit faire 1, 1, 4, 4, 21 par exemple. Et bon, bah moi ça me suffit pas, ils s'ennuient à juste devoir faire 4, 21. Bah, vous pouvez faire en sorte qu'ils doivent deviner en fait, rien qu'en rajoutant cette règle de gameplay qui est essayer de deviner les chiffres que vont faire les 3D. Et bien à ce moment-là, il y a toute une composante de stratégie et vous rajoutez de la profondeur à votre jeu parce qu'ils vont se dire: bah là, il y a 3 6 qui sont tombés d'affilée, il y a peu de chances d'avoir un 6 et hop, vous voyez, le jeu devient plus difficile à maîtriser, mais on garde toujours la composante de hasard. Et de là, vous allez commencer justement, sans doute, à conforter les utilisatrices et utilisateurs dans une image active parce qu'ils ont le choix. Ensuite, il va falloir que vous travaillez votre feedback, tout ce qui est composante sensorielle. Pour les composantes sensorielles, on pense très souvent au visuel, on pense à une boîte de jeu. Même moi, souvent, quand je fais de la gamification en entreprise, il n'y a même pas forcément de composantes physiques. Parfois, c'est surtout du storytelling. C'est pousser justement les personnes à travailler toute une histoire. Un exemple que j'ai eu, c'est que pour une grande banque française, je devais animer un atelier de co-construction et de créativité. Le problème, c'est qu'il n'était pas féru de ces ateliers. On m'a donc demandé, en plus de concevoir cet atelier de créativité, de le gamifier pour pousser les personnes à participer activement à cet atelier et à être constructif. Du coup, je me suis dit, grande banque française, qu'est-ce que je pourrais leur inventer comme scénario pour les pousser à faire les activités de manière ludique? Eh bien, quand ils sont arrivés, je leur ai dit, très bien, il faut que vous sachiez qu'il y a un émir du Qatar qui a décidé de construire la plus grande ville du monde, parce que c'était une banque qui était dans l'immobilier notamment, et il va en sélectionner que 2 d'entre vous. Là, vous voyez, j'ai étudié ma cible, je me suis dit: «Je ne vais pas sortir un scénario avec de l'Atlantide ou des choses, je vais sortir un scénario qui est proche de leur réel et qui, en plus de ça, pousse à la compétition», parce que j'ai étudié que c'était une cible qui aimait la compétition. Et de ça, ils ont commencé à se prendre au jeu. L'émir voulait leur faire passer des épreuves et en leur faisant passer différentes épreuves, au fur et à mesure, ils sont tellement pris dans le jeu qu'à un moment, il y en a un, il s'est levé pendant la séance, il a fait: «Mais jamais l'émir ne supporterait que vous ayez un tel langage», et j'ai dû calmer la séance parce qu'ils étaient totalement partis dans l'état ludique et dans le roleplay. Ça, c'est le pouvoir du storytelling, qui est l'un des piliers qui est associé au roleplay. Donc travaillez votre ambiance sensorielle et faites en sorte que ça dépasse le cadre du jeu. Que quand finalement ils sortent du jeu, ils continuent à en parler et que ça crée du lien social. Le Graal, on dit souvent pour un game designer que le Graal, c'est
facile à maîtriser, c'est facile à apprendre, mais finalement difficile à maîtriser. Mais il y a aussi un deuxième graal pour moi, c'est que quand ils ont arrêté de jouer au jeu, ils soient toujours un peu dans le jeu. C'est de dépasser ce cadre. Et donc oui, c'est easy to learn, hard to master en anglais. Du coup, ensuite, une fois que vous avez défini votre objectif, que vous avez étudié vos cibles, que vous avez défini les règles du jeu, que vous avez fait en sorte que vos règles du jeu leur permettent de s'exprimer et que vous avez créé une ambiance sensorielle autour, là on va pouvoir parler un peu récompense. Bien sûr, quand vous avez défini les règles du jeu, vous avez prévu des endroits où il y aura des récompenses. Mais quelque part, moi je suis persuadé qu'un bon jeu doit pouvoir fonctionner correctement quand les récompenses ne sont pas encore vraiment dites ou posées. Il y a les endroits où mettre les récompenses, mais ensuite, bien sûr, si on met 1 million d'euros, bah, tout le monde lance le dé. Mais si jamais on dit simplement bravo, est-ce qu'il continue à lancer le dé? Et c'est là qu'on voit si vous avez réussi à faire un bon game design. Donc, comment motiver pas à pas sur une longue période les comportements de vos cibles? Là, vous faites une liste de récompenses, et souvent, en fait, quand vous êtes en entreprise, quand vous travaillez sur la gamification, un autre exemple, j'ai travaillé pour une auto-école, par exemple, et dans cette auto-école, ils se sont rendus compte que les élèves n'allaient pas sur l'application numérique, et ils m'ont demandé, en fait, de gamifier leur application pour permettre aux élèves d'être beaucoup plus persistants sur l'application. Et quand j'ai dû faire les récompenses, bon, alors pour l'info, j'ai créé un système où en fait vous êtes un peu comme sur Duolingo, mais c'était pas tout à fait ça à l'époque non plus sur Duolingo. C'était, vous avez des poules. Dès que vous vous inscrivez, toutes les personnes qui sont inscrites avec vous, vous êtes dans des classes. Dans ces classes, à chaque fois que vous êtes sur l'application, et bien en fait il y a une forme de compétition pour savoir qui apprend mieux, quoi, comment. Et aussi vous avez une barre de progression. Et pour cette barre de progression, avant ils donnaient un kit quand les gens arrivaient avec des livres, avec beaucoup de matériel de pédagogie et je me suis dit, au lieu de les donner gratuitement au début, vous allez donner au fur et à mesure qui complètent les niveaux dans votre application. Et de ça, on a pris une récompense qui était gratuite pour l'auto-école, puisqu'avant, ils le donnaient de toute façon. Et juste en donnant l'accession de ces récompenses dans le temps, eh ben, on s'est rendu compte que les gens se connectaient plus, étaient beaucoup plus favorables. Ça et cet aspect parfois compétition avec votre photo qui est affichée dans l'auto-école, si vous arrivez à accomplir le dernier niveau de l'application, c'était ça les mécaniques de gamification. Donc toujours, les récompenses, c'est pas forcément physique, ça peut être moral, ça peut être social et bien sûr numérique. Favoriser les récompenses gratuites pour vous, parce que plus vous aurez d'utilisateurs après, plus ce sera difficile à tenir. Même si vous avez par exemple un tableau blanc d'équipe qui permet à une personne de gagner un café, si c'est une équipe de 200 personnes, 200 cafés par jour, ça peut plomber une PME. Ensuite, faites des tests et revenez vers vos cibles. Toujours, 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 mais ça, vous avez l'habitude dans le jeu. Dès le moment où vous commencez à avoir, avec des bouts de papier, prototypé, commencez à voir comment est-ce que ça fonctionne, faites toujours des tests. Ne faites pas d'abord un système et ensuite proposez-le. Faites-le au fur et à mesure, consultez les cibles. Ça, le design thinking aujourd'hui dans le jeu vidéo, je pense que c'est l'une des clés pour se sortir d'un marché qui est saturé et qui est saturé notamment pas que par l'offre, mais parce que les individus aujourd'hui dans l'univers du jeu vidéo en ont trop vu quelque part. Ils ont vécu beaucoup d'expériences. Et un petit point sur Among Us, par exemple, l'un des succès d'Among Us, au-delà du fait que c'est facilement accessible, c'est gratuit et ça respecte le easy to learn, hard to master, c'est qu'aussi quand on joue à Among Us, on découvre un simulateur de trahison, un simulateur de dénonciation. Et ça, c'est un sentiment que très peu de joueurs ont eu dans le jeu vidéo, parce que c'est pas un sentiment que d'instinct, on se dirait, je vais faire un jeu vidéo qui va pousser les gens à se dénoncer. Et donc, n'oubliez pas que dès le moment où ils maîtrisent un système et ils l'ont appris, c'est là où ils vont se désintéresser du jeu. C'est pas forcément de leur faute, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Maintenant, pour la dernière partie de cette présentation, on va s'intéresser aux limites de la gamification. Voilà les limites que moi j'ai remarquées de par mon expérience. Le premier, c'est la corruption du jeu. Je vous en ai déjà parlé, c'est que le jeu est inconsommable. Dès le moment où votre jeu sort, il a une date de péremption. Il n'a pas une date de péremption sur le temps fixe, mais il a une date de péremption par le nombre de personnes qui va y jouer. Plus votre jeu a du succès, plus ça va être compliqué par la suite de séduire de nouvelles populations et d'aller encore plus loin. Bien sûr, vous allez me dire Skyrim, il y a des gens qui jouent depuis 15 ans, etc., etc. Mais c'est que eux, ils ont réussi à trouver un système qui permet en fait de vivre différentes aventures et de modifier l'expérience. Pareillement sur League of Legends, ce serait uniquement contre des bots, les gens arrêteraient de jouer. Mais de sortir de nouveaux champions et de mettre en face des personnes qui ont un skill différent avec des sets d'objets différents, ça permet de faire en sorte que ce soit jamais totalement la même partie, alors que c'est la même map, majoritairement. Donc, gardez à l'esprit cette idée de corruption du jeu. C'est ce qui nous pousse à avoir aujourd'hui des levels 1, 2, 3, 4, 5 et une échelle de progression.
Parce que finalement, on pourrait avoir des jeux sans progression du personnage, juste avec une histoire, etc. Mais on se rend compte en fait qu'on a besoin, certes, de narratif, mais aussi que notre cerveau ait cette échelle de progression et de maîtrise. Ensuite, je vous parlerai de jeu immoral. Dans le jeu vidéo, on voit que certains jeux voilà, suscitent des polémiques, mais c'est encore plus vrai dans la gamification. Aujourd'hui, la gamification, ce sont des entreprises qui n'ont pas l'habitude du jeu, qui vont vous demander d'intégrer des composantes ludiques, et souvent, on va en parler un peu après, mais ils en ont un peu peur. Un exemple, ce serait Amazon. Amazon a essayé de faire de la gamification dans ses entrepôts. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui ne respectaient pas les consignes de sécurité et ils ont essayé de faire des posters sur les murs avec une ambiance cow-boy, avec rechercher mort ou vif. Si vous voyez un collaborateur qui ne respecte pas les conseils de sécurité, venez nous dire qui et vous récolterez la prime. Donc ils se sont dit ouais, ce sera un petit jeu, chasseur de primes, ambiance cow-boy. En plus, c'est bien pour les gens parce que c'est pour leur sécurité, ils risquent vraiment de se blesser. Eh bien, forcément, comme vous vous en doutez, ça a été vu comme de la dénonciation de collègues et ça a extrêmement mal marché, ça a fait un bad buzz et ils ont dû le retirer. Donc faites attention. Pour autant, jeu immoral, le storytelling peut vraiment aider. Si je vous dis aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un jeu immoral vis-à-vis de la mort? Est-ce qu'on peut jouer autour de la mort d'un proche? Vous me direz d'instinct non. Pourtant, on s'aperçoit que les psychiatres et psychologues, aujourd'hui, utilisent des jeux de roleplay. Par exemple, voilà, si la personne était en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Si le personnage qui est posé au centre de la table, incarnez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vit ce personnage? Tout ça, ce sont des composantes quelque part de jeux qui sont associés au roleplay et qui sont utilisés comme exercice dans le cadre de leur fonction pour aider justement à avoir ce côté cathartique auprès de forts traumatismes. Donc vous voyez, jeu et morale, tout dépend du storytelling et du sens que vous allez donner derrière. N'oubliez jamais, le plus important, c'est le sens. Ensuite, ceux qui ne jouent pas. On va dire que l'une des plus grandes difficultés quand vous faites de la gamification par rapport à travailler dans un monde qui est vraiment du jeu vidéo pur, c'est que dans le jeu vidéo pur, vous allez déjà vous adresser majoritairement à des personnes qui jouent ou qui ont envie de jouer. Dans la gamification, vous vous adressez souvent à des cibles qui voient le jeu d'un œil un peu lointain, qui pensent que c'est pour les enfants et qui ne sont pas intéressés par le jeu. Moi, de mon expérience, je vais vous dire quelque chose, tout le monde joue. Et l'une des autres choses à retenir, c'est qu'il n'y a pas un jeu pour tout le monde, mais que chacun a sa forme de jeu. C'est juste qu'aujourd'hui, comme pour l'employé du mois, ils ne se rendent plus compte que c'est du jeu. Vous avez un patron de grandes entreprises qui va vous dire: mais moi, c'est pour mes employés, mais moi, je ne joue pas au travail. Eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte que quand il essaye de faire une OPA, quand il est en train de voir ses coups managériaux, etc., à un moment, il fait: ah, là, je les ai eus. Ah, c'était super. Et en fait, il a cette sensation de jeu. Et moi, ce que je fais souvent avec des clients qui me disent justement qu'ils n'aiment pas jouer, je leur dis: bah, moi, je vous parie que je vous fais jouer. Il y en a certains qui me disent: non, 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 c'est sûr que je ne jouerai pas, etc. Je fais: bah, est-ce que vous prenez le pari que je vous fais jouer? Et il y en a certains qui me disent: bah, allez, je parie que vous ne me ferez pas jouer. Et en prenant le pari, c'est une forme de jeu et je les ai fait jouer. Et là, ils commencent à se rendre compte qu'effectivement, la gamification, ça peut être quelque chose de subtil. C'est pas un jeu vidéo qu'on affiche directement. Ensuite, on va parler du cauchemar dystopique. Là, ça va vous intéresser en tant que game designer fortement. C'est l'idée que si je gamifie tout, du moment où vous brossez les dents jusqu'au moment où vous payez vos impôts, si tout est jeu, plus rien n'est jeu. De par l'effet de corruption du jeu, vous allez vous lasser. Mais si tout est jeu, si je vous pousse tout le temps à vouloir faire des choses, etc., bah en fait, ça va tuer le système de jeu. Donc il faut faire attention aujourd'hui de vivre dans un monde où on sectorise les actions qui sont de l'ordre du jeu, mais pas rajouter du jeu partout. Et on en arriverait à ça, à une trop forte dépendance, une trop forte sollicitation. Je vous ai parlé vis-à-vis des jeux de hasard, que ça pouvait créer de la dépendance, mais aussi au niveau d'une trop forte sollicitation. Dès le moment où vous gamifiez un élément de la vie d'un individu, il va avoir tendance à faire cet élément-là, et parfois au détriment d'autres. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez avoir un phénomène inverse qui est: il refuse de faire cette action si elle n'est pas gamifiée. Et de ça, vous avez une vraie responsabilité éthique en tant que game designer de ne pas provoquer de dépendance et de faire attention en fait à ne pas provoquer une sollicitation trop forte sur un point donné et une action que vous voulez faire à un individu au détriment des autres actions de sa vie. Ensuite, vous avez aussi ça dans le jeu vidéo, mais pour moi, de mon expérience, c'est encore plus vrai dans les domaines de la gamification, c'est que vous allez devoir employer des trésors des trésors réellement de. En fait, c'est vos capacités à convaincre et à donner confiance qui vont être primordiales. Aujourd'hui, quand vous arrivez avec un système de gamification, même si le client est convaincu à la base,
Une fois que vous aurez rédigé votre système de gamification, quand vous allez lui mettre dans les mains, il va dire: «Ah ouais, c'est quand même très différent de ce que je fais d'habitude. Ah ouais, mais est-ce que mes utilisateurs, ils vont vraiment accrocher?» Et de ça, vous allez devoir l'accompagner, le convaincre, lui donner confiance et c'est une lutte permanente en fait, surtout après, c'est surtout vrai en France. J'ai remarqué que dans les pays anglo-saxons ou au Japon, ils ont une appétence plus grande pour le jeu, donc c'est un peu plus facile, mais en France encore, c'est très imperméable, pardon, la culture du jeu et de l'entreprise et donc vous avez vraiment ce côté, c'est ça qui est agréable aussi, ce côté de précurseur, de défricher, des terrains encore inconnus et d'apporter du jeu là où il n'y en avait pas et de devoir les accompagner et de les rassurer. Et enfin, dernier point, c'est la culture d'entreprise. Aujourd'hui, même si vous avez si vous avez un bon game design, que vous avez bien vu votre système de gamification, que vous l'avez testé et que ça marche auprès des utilisatrices et utilisateurs, vous allez vous rendre compte en fait que parfois la culture d'entreprise, bah, en fait, ne pousse pas les gens au jeu. Un bon exemple, Total avait sorti un jeu d'entreprise pour aider ses collaborateurs à innover. Et quand il a sorti ce jeu d'entreprise, il l'avait testé, les gens trouvaient ça chouette. Ils l'ont installé sur tous les ordinateurs de l'entreprise et ils se sont rendus compte que personne ne l'utilisait, absolument personne. Donc ils sont revenus vers les gens, ils ont dit: «Ah bah non, en fait le problème c'est que j'ai peur que si on me voit jouer au travail, bah après on me dise: "Ah, t'as le temps de jouer? Et le dossier B2, pourquoi il est pas sur mon bureau?"» La solution qu'ils ont trouvée à ce moment-là, c'était de prendre les patrons de l'entreprise, de les mettre dans les open space et de montrer qu'ils jouaient pendant un temps d'une heure, 2 heures dans la journée. Et en voyant ça, c'est ça qui a finalement décoincé les collaborateurs et leur a permis de jouer au travail en disant: «Si le patron le fait, c'est que moi je peux le faire parce qu'il va pas me reprocher quelque chose qu'il fait lui, ce serait trop injuste». Et donc voilà, pensez, quand vous travaillez sur la gamification, pensez à la culture d'entreprise, pensez à ce côté justement social et c'est ça qui est important. Donc là, voilà, j'en arrive, à la fin, de ce que je voulais vous dire sur la gamification. 1 heure à la fois, c'est court, donc je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais moi, j'ai essayé de vous apporter justement de mon expérience, en quoi est-ce que apporter les mécaniques du jeu au monde entier, dans d'autres domaines, c'est quelque chose qui est déjà à votre niveau, parce que vous êtes des game designers, vous savez concevoir du jeu. À quel point ça peut être aussi enrichissant, car moi, aujourd'hui, si j'avais choisi d'être game designer dans une grande entreprise, de jeux vidéo ou dans une entreprise de jeux vidéo, j'aurais eu moins de visibilité. Rien que hier, j'ai un journaliste de stratégie qui est venu m'interroger sur aujourd'hui, ce serait quoi l'impact du jeu vidéo dans les entreprises? Et au final, il y a ce qu'on appelle la stratégie de l'océan bleu. Moi, je vous conseillerais toujours, si bien sûr vous y croyez, moi j'y croyais, de vous faire jouer le monde entier, c'est ce qui me motive au quotidien, que tout le monde peut jouer, que je peux leur apporter justement ce jeu. Et bien vous aussi, si vous avez comme ça des rêves et des croyances fortes, n'hésitez pas à prendre cette prise de risque, à sortir de l'univers du jeu vidéo. Vous avez beaucoup de choses à apporter, vraiment. Moi, je m'en suis rendu compte, on a beaucoup, beaucoup de choses à apporter dans le changement des mentalités et même si on améliore des produits et des services, il y a pas que ça. On améliore aussi l'aspect humain, on améliore le bien-être au travail et finalement, on pousse, à mon sens, grâce au jeu, à rendre le monde meilleur. Bien sûr, comme je vous l'ai dit avec les limites, c'est quelque chose qui doit se faire sur une base éthique, ne pas créer de la dépendance, ne pas pousser justement à tromper les utilisateurs quand vous essayez d'induire des actions. Mais ça, c'est une éthique que devrait avoir tout designer en général. Et c'est donc la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et à vous de jouer.